Alors, bonjour chers élèves. C'est simplement pour vous donner quelques informations sur le quiz ou le mini-test qui s'en vient. Bon, écoutez, j'ai écrit dans Studio, quand vous allez voir la case à la date à laquelle vous allez avoir votre mini-test, j'ai écrit 20 minutes, mais ça va être quelque part entre 8 et 15 minutes. Si jamais vous n'avez pas terminé au bout de 15 ou 20 minutes, on verra, là, mais ça m'étonnerait grandement. On va s'assurer que tout le monde termine, OK? Donc, je vous ai mentionné les infos suivantes dans Studio. Je vais revenir un petit peu là-dessus. C'est ça le but de la vidéo, pour vous assurer que vous n'avez pas passé à côté de certaines choses. Et il y a des choses nécessairement qui ne sont pas toutes à apprendre. Alors, j'ai dit ici, entre autres, bon, notes de cours et origine, c'est les mêmes notions. Donc, autant dans les notes de cours que dans origine, c'est les mêmes choses, sauf qu'ici, peut-être dans les notes de cours, c'est plus résumé. Et j'ai parlé de devoirs, donc surtout les exercices qui sont donnés en devoir. Puis si vous vous demandez qu'est-ce qui a été donné en devoir, ben vous allez voir dans le Studio, vous cliquez sur un devoir, n'importe lequel, et vous allez pouvoir savoir ce qui a été donné, puis vous allez pouvoir vous concentrer sur les principaux exercices. D'accord? Donc ça, c'est concernant généralement qu'est-ce qui est à apprendre. Puis bon, les infos principales, je vais passer avec vous là-dessus. Juste pour mentionner là, des petits détails, l'examen, ben petit détail important, l'examen va être sur l'ordinateur. Ça ne devrait pas être un problème parce que vous êtes supposé avoir votre ordinateur, ayez-le sans faute et il doit être chargé parce que sinon, s'il n'est pas chargé, c'est un gros problème. Assurez-vous aussi d'avoir accès à Moodle. Ça, c'est j'ai vérifié. Là, à ma connaissance, tout le monde a accès à Moodle. Mais assurez-vous, et ça va être dans le chapitre 1. Nous, on va mettre un hyperlien qui va apparaître, sur lequel vous allez cliquer. Évidemment, quand vous allez sur le chapitre 1 présentement, il n'est pas là. Mais la journée du petit mini-test, on va vous orienter et vous allez cliquer dans le chapitre 1, puis on va vous montrer c'est où, et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, ayez votre ordinateur chargé et assurez-vous d'avoir un accès à Moodle pour l'instant. Dans Studio, vous pouvez aller voir les devoirs. Dans Moodle, vous pouvez aller voir des informations qui seraient peut-être utiles pour vous aider si vous avez manqué un cours. Si vous cliquez sur le chapitre 1 dans Moodle, vous avez plein d'informations. Vous avez des vidéos, des corrigés, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter en classe. Donc, vous voyez, section 1.3 correspond au chapitre 1.3, ainsi de suite. 1.2, c'est chapitre 1.2. Donc, peut-être que dans Moodle, il y a de l'information qui pourrait vous être utile. Je fais un survol de la matière. Là. Quand on parlait des trois caractéristiques que doivent posséder des animaux ben, ou des végétaux, là, des êtres vivants, pour pouvoir dire qu'ils sont de la même espèce, ça, il faut les comprendre. On ne va pas vous demander de les nommer, mais on peut vous demander, par exemple, si l'animal A et l'animal B est de la même espèce. Donc, ils doivent avoir des caractéristiques physiques communes, même si parfois pour le mâle et la femelle, il peut y avoir des petites différences, mais en général, ils se ressemblent. Ils doivent être capables de se reproduire et ils doivent être capables de se reproduire à leur tour. Il doit avoir les trois. Si par exemple, il arrivait qu'il pouvait se reproduire, mais que le petit ou la descendance n'est pas capable de se reproduire, bien, à ce moment-là, il y a deux des caractéristiques sur trois qui sont respectées, alors on va dire qu'ils ne sont pas de la même espèce. Donc, ça prend vraiment les trois caractéristiques pour pouvoir dire qu'on est de la même espèce. Donc, ils sont à comprendre, les trois caractéristiques, vous devez les connaître. On donner l'exemple du puma et du léopard, donc oui, ben, ils se ressemblent évidemment. Ce sont deux félins relativement semblables, mais ils peuvent se reproduire évidemment. Ils donnent le pumapar. Par contre, le pumapar, il est considéré fertile. Donc la troisième caractéristique n'est pas respectée. Donc on va considérer que le puma et le léopard ne font pas partie de la même espèce. D'accord? On avait donné des détails à la page 3 dans le manuel. C'est là où vous avez des exemples si vous voulez lire. C'est la même chose que je viens de mentionner. Il y a plus de détails. On donne des petites différences entre les mâles et les femelles. Même chose à la page 4. On explique la deuxième puis la troisième caractéristique. On a même noté que stérile voulait dire infertile. Fertile veut dire l'inverse, qui peut se reproduire. Donc, à vous d'aller voir ça. La deuxième section, c'est la taxonomie. On avait vu que c'est une façon de classer les êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux ou champignons ou peu importe, bactéries. Donc, il y avait 7 taxons qui sont ici, donc jusqu'à l'espèce. Vous n'aurez pas à connaître, c'est-à-dire chacun des mots par cœur, parce qu'on va vous donner les mots, d'accord? Savoir que le règne est le plus général, l'espèce est le plus précis. Puis, nous, on va vous les donner, ces mots-là. Mais sachez aussi que le règne va se diviser en 6 catégories, d'accord? Des grandes catégories. Donc,
Ça, on va y revenir. Donc, en gros, vous devez savoir qu'il y a des taxons, il y en a 7, le règne étant le plus général, l'espèce le plus précis. On donnait l'exemple du dauphin commun là, dans la page 9. On vous voyait, on vous donnait son règne, son embranchement, la classe, etc. Et jusqu'au plus précis, qui se trouve être son nom d'espèce. Et le nom d'espèce, on va y revenir, c'est toujours 2 mots qui vont identifier l'espèce. Donc, voilà pour les taxons. Il faut savoir ça en gros. Connaître aussi qu'à travers tous ces animaux-là ou végétaux-là, ou peu importe le règne, là, il y a des êtres qui sont unicellulaires, qui sont faits d'une seule cellule, comme une bactérie. Et il y a des êtres, la plupart des animaux, entre autres, et des végétaux, qui sont considérés pluricellulaires. Ils sont faits de plusieurs cellules. Il faut savoir la différence entre les deux. Ensuite, on doit savoir c'est quoi la différence entre un être qui est hétérotrophe et un être qui est autotrophe. Hétérotrophe, par exemple, les animaux, ils vont manger différentes sortes de sources de nourriture qui sont d'origine organique, vivante, autant végétale qu'animale pour certains. Donc, hétérotrophe qui se nourrit d'autres êtres vivants, par exemple nous les humains ou un ours, un castor, peu importe. Et autotrophes, ce sont des êtres vivants comme les plantes qui se nourrissent de matière inorganique, c'est-à-dire non vivante. Par exemple, le soleil, c'est pas vivant. Le soleil ne peut pas se reproduire, par exemple. Puis, ben, même chose pour le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'air, qui est absorbé par les plantes, les minéraux qui sont dans le sol, l'eau, ce sont toutes des substances qui sont non vivantes. Donc, la différence entre autotrophe et hétérotrophe est à retenir. Ben, pourquoi? C'est que quand on avait vu le tableau ici à la page 8 des différents règnes, donc ici vous avez les 6 règnes qui sont à gauche, on vous avait mentionné lesquels sont hétérotrophes et autotrophes et lesquels sont unicellulaires. Moi, je vous dirais, là, les protistes, les bactéries, les archées, on en a peu parlé, mais simplement retenir qu'ils sont tous unicellulaires, faits d'une seule cellule, d'accord? Et qui sont tous autant hétérotrophes qu'autotrophes. Ils peuvent se nourrir de matière organique, le vivante, dégradée, le défaite, comme ils peuvent se nourrir de minéraux dans le sol, de la matière qui est non vivante. Donc, retenez simplement, évidemment, retenez pas ça, là, la quantité, c'est vraiment pas pertinent pour l'instant. Et pour ce qui est des 3 premiers, qu'on connaît un petit peu mieux, qui sont plus facilement identifiables, ben, pluricellulaires, ça c'est plutôt les animaux et les végétaux. Certains champignons, comme celui que vous voyez ici, sont pluricellulaires, comme le pleurote, mais unicellulaires, vous avez des levures, entre autres, qui sont considérées dans les champignons, qui sont faits seulement d'une seule cellule. Donc, savoir que les végétaux et les animaux sont pluricellulaires, les champignons sont unis et pluricellulaires, hétérotrophes pour les animaux et autotrophes pour les végétaux, comme je l'ai mentionné, et que les champignons se nourrissent d'autres matières vivantes. Surtout de vous voyez ici, l'écorce de l'arbre contient de la matière organique vivante qui est dégradée par les champignons, qui est utilisée par les champignons. Donc, simplement retenir ça. Ne retenez pas, évidemment, la quantité. OK? Il y a une façon de nommer les espèces. On avait vu ça dans un cours là, où est-ce qu'on vous disait il y a 2 noms pour nommer une espèce. Donc, bi pour 2 et nominal pour 2 noms. Et on donnait l'exemple ici en bas. Vous vous souvenez peut-être, on vous parlait du coyote, du loup-gris et du chien. Donc, ben, quand on nomme une espèce, donc les 2 mots ensemble, c'est pour nommer l'espèce. Donc, par exemple, le loup-gris, son espèce en nom latin, c'est Canis lupus. Le premier mot commence toujours par une majuscule, c'est souvent écrit en italique dans les livres. Et le deuxième mot vient spécifier le genre. Donc, le premier mot, c'est le genre. Souvenez-vous, là, quand je parlais des taxons, là, juste ici, à quelque part, juste ici, le premier mot identifie le genre. Par exemple, le genre du dauphin, regardez, c'est Delphinus. Ça, c'est son genre. Et l'espèce, c'est les 2 mots ensemble. Donc, le dauphin commun, Delphinus capensis, c'est son nom total, c'est-à-dire ensemble, ça donne le nom de l'espèce. Mais le premier mot identifie toujours le genre, comme Homo sapiens. Nous, on est du genre Homo. Mais notre espèce, c'est Homo sapiens. Donc, pour revenir à ce que je mentionnais pour la nomination, c'est-à-dire le nom binominal, les 2 mots ensemble mentionnent l'espèce et le premier va identifier le genre. Donc, le coyote, le loup-gris et le chien font partie du même genre. Mais par exemple, dans l'exemple qu'on donne ici, là, le loup-gris et le chien, ils font partie de la même espèce. Alors, parce que vous voyez, Canis lupus, ils pourraient se reproduire ensemble, puis leurs descendants pourraient se reproduire à leur tour. Donc, ils sont de la même espèce, alors que le coyote n'est pas de la même espèce que le loup-gris et le chien. Donc, il faut savoir la nomination, comprendre la nomenclature binominale, le nom binominal. La population, on en avait parlé. On vous avait parlé que, bon, par exemple, pour parler d'une population, il faut que ce soit la même espèce. Je pourrais parler de tous les humains en 2021, par exemple, qui vivent à Saint-Lambert.
mais je pourrais parler de tous les érables à sucre dans le printemps 2016 qui étaient dans la région de la Montérégie. Alors à ce moment-là, je vais parler d'une population, d'accord? Il faut mentionner ces choses-là. Donc, évidemment, là, le moment est important, puis la même espèce, puis il faut que je mentionne la région. Simplement de dire les pommiers, c'est pas une population. Si je parle des pommiers qui ont poussé à Saint-Hyacinthe dans le verger tel à l'été 2016 ou 2018, peu importe, là, je vais parler d'une population. Donc, bien mentionner ces trois aspects-là pour que ce soit considéré une population. Ici, on vous disait la différence entre une population et une espèce. Une espèce, ça répond aux trois critères qu'on a mentionnés, alors qu'une population, ben, c'est plusieurs individus, comme je l'ai mentionné, à un endroit précis, à un moment précis. Donc, ça, c'est à lire si vous voulez, dans la page 15, donc différence entre population et espèce. On a parlé de densité de population. Vous voyez qu'ici, la population est plus dense dans l'estrade de gauche que dans l'estrade de droite. Pour faire ça, on a utilisé une petite formule qui tenait compte de parfois des quadrats. Des quadrats, c'est des portions de terrain, si vous voulez, et ils sont parfois mentionnés en kilomètres carrés ou en mètres carrés, parfois en hectares. Un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Donc, on divisait le terrain en kilomètres carrés ou en mètres carrés ou en hectares. Et on avait une formule qui était la suivante. À la page 16, on en a parlé, puis on a pratiqué ça en classe. Donc, on calcule la densité en divisant le nombre d'individus, qui est ici, par l'aire du lieu occupé par la population. Puis l'aire du lieu occupé par la population, comme je l'ai mentionné, ça peut parfois être en kilomètres carrés, parfois en hectares, parfois en mètres carrés. Il faut être bien attentif. OK? Donc ici, il y avait deux exemples. Vous pourrez les relire si vous voulez. J'aimerais juste vous mentionner qu'il faut faire attention à bien mettre tous les éléments d'un calcul complet. Donc, vous devez, par exemple, écrire la formule. Ici, on vous a parlé de 3500 érables à sucre. On vous a parlé d'une superficie qui était de 12 000 mètres carrés. Donc, à la fin, on va parler de 0,29 érables par mètre carré. Ici, on parlait des cerfs de Virginie, là, des chevreuils. 385 cerfs de Virginie par 802 km². Quand on divise 385 par 802, on trouve environ 0,48. On va se garder deux chiffres après la virgule s'il y a plusieurs chiffres après la virgule. Cerfs de Virginie par kilomètre carré. Okay? Donc, on fait bien attention à ça. Il y avait des exemples qui vous étaient donnés par rapport au quadrat. On avait fait l'exemple en classe de dire que on avait simulé que si on prend par exemple 3 quadrats de 2 km², ça va nous faire au total 6 km² de superficie. Donc l'aire va être de 6 km². Si je vous dis par exemple, il y a des ours là-dedans, par exemple, si je vous dis chaque point est un ours, on compte les ours, là, bon, c'est un exemple, là. Si, mettons, il y a 8 ours là-dedans, ben, si j'ai 8 ours, vous voyez ici, là, le calcul, 8 ours pour 6 km², je vais considérer qu'en moyenne, bien que ce ne soit pas le cas, là, mais ça n'existe pas un tiers d'ours, 1,33 d'ours, mais c'est juste pour avoir une estimation de la densité, 1,33 ours par km². On avait regardé l'exemple de la page 17, regardez ça. Des fois, on va vous donner des quadrats, puis les quadrats, on va vous dire quelle dimension ils ont. Voyez-vous, ici, chaque quadrat a 1 hectare. Fait que ça, c'est 1 hectare. Ça, c'est 1 hectare, 1 hectare, 1 hectare, 1 hectare. C'est pour ça qu'à la fin, on avait 6 hectares. Donc, vous voyez? Puis le nombre de lièvres, bien, on vous le donne pour chacun. Si on additionne tout ça, on trouvait 128 lièvres, on faisait le calcul. Donc, bien attention de mettre chacun des éléments du calcul. Vous avez les facteurs modifiant la population qui sont importants à savoir aussi. C'est relativement logique. La population va augmenter si le nombre de naissances augmente, s'il y a plus d'espèces qui vont immigrer, qui vont venir sur le territoire. À l'inverse, la population va diminuer tout le monde si, par exemple, il y a des individus qui quittent. S'il y a des individus qui décèdent, s'il y a un manque de nourriture, bien évidemment, éventuellement, ils vont mourir, ils vont avoir moins d'individus sur le territoire. S'il y a une augmentation du nombre de prédateurs, ça va faire diminuer la quantité. Donc, tout ça, je vous dis, est relativement logique, là. Donc, simplement, pas besoin de les apprendre par cœur, mais être capable de reconnaître si ça fait augmenter ou diminuer la population. En les lisant, c'est relativement logique. S'il y a plus de nourriture, ben, ils vont pouvoir vivre plus longtemps, se reproduire plus fréquemment. S'il y a une diminution du nombre de prédateurs, ça va faire augmenter la population. Donc, simplement comprendre la logique derrière ça. Dans les notes de cours, bon, ici, on avait fait un exemple en passant là, pour la densité de population, donc à la page 19. Dans les notes de cours, c'est exactement ce que je viens de mentionner, sauf en résumé.
Donc, de la même façon, là, quand vous arrivez ici, là, n'apprenez pas le nombre, là. Ça, c'est pas important. N'apprenez pas non plus le fait qu'ils aient des noyaux, pas de noyaux. Là, quand on parlait de les protistes, les bactéries, c'est plus ou moins pertinent pour l'instant. Donc, simplement, c'est les eucaryotes, procaryotes, là, tout ça. C'est pas important. Pour l'instant, je vous demande d'apprendre ce qui sont unicellulaires simplement. Puis des exemples, faites-vous confiance. Là. On ne va pas vous demander des exemples là, d'archées ou de protistes. Là. Puis si vous avez des exemples de végétaux à donner, faites-vous confiance, vous allez être capable. Donc, ça, c'était ce qu'on s'était pratiqué avec ces pages-là. Vous voyez, à la page 6, il y a des bons exemples qu'on avait fait ensemble en classe pour se pratiquer. Page 7, page 8 et page 9. Donc, ça, c'est des exemples de densité de population. Puis à la page 9, c'était nos fameux facteurs là, qui faisaient augmenter et diminuer. Et si vous regardez là, avec les couleurs, là, vous mettrez ça, je suppose, ben, l'un est l'inverse de l'autre. Donc, à retenir, mais en même temps, surtout comprendre la logique. Que un fait augmenter, mais si c'est l'inverse, si je parle des naissances versus les mortalités, l'un va faire augmenter et l'autre va faire diminuer. Ça va? Merci. Bonne étude.